Alors pour cette première table ronde, je vous ai présenté nos invités. Je vais commencer avec vous, professeur Claude Jandel. Je le disais, vous avez remis un rapport sur la médicalisation en EHPAD le 5 juillet dernier. Pour vous, à quoi va ressembler l'EHPAD de demain d'un point de vue de la médicalisation? Un rapport remis effectivement sur les besoins de soins, je préfère ce terme à celui de médicalisation, des résidents qui sont hébergés dans ces établissements. Avec un regard rétrospectif, on apprend beaucoup d'hier, ce qui aurait peut-être dû être fait, peut-être antérieurement. Les leçons de la crise qui nous renseignent fortement sur le pourquoi et le comment. Et puis, une étude qu'on a pu réaliser grâce à la collaboration très, très étroite avec la CNSA, étude qui permet d'objectiver justement ces besoins à partir d'une analyse fine, jusque-là, on peut dire presque inédite, sur 6500 établissements. Ça représente 83% des résidents, ainsi qu'un certain nombre de patients de soins de longue durée. Et ce qu'il apparaît à travers cette étude, dont je ne ferai que donner quelques principaux résultats, c'est que d'une part, on assiste là, alors, on le savait, mais ça objective ce phénomène, la transition épidémiologique des maladies et la transition démographique sont les deux marqueurs essentiels qui doivent nous guider pour concevoir les réponses, les solutions à apporter demain et au-delà de demain, pour éviter d'être pris de court, justement. Pourquoi? Parce que, tout simplement, on n'est plus orienté en EHPAD comme on l'était il y a 20 ans quand les EHPAD sont nés. Il y a 10 ans déjà, ces constats étaient observés. Et il faut se poser la question de savoir ce qu'il en sera demain. Probablement, on va assister avec le développement du virage domiciliaire qu'il faut impérativement développer et renforcer le soutien à domicile. On va assister progressivement au fait que les résidents qui vont être amenés à être hébergés en EHPAD vont être encore un peu plus âgés qu'aujourd'hui, un peu plus dépendants, et pour un plus grand nombre atteindre ces maladies neuroévolutives qui sont la principale cause de perte d'autonomie. Et quels vont être les impacts justement de cet accroissement de personnes de plus en plus dépendantes dans les EHPAD, d'un point de vue des soins? Les solutions, les recommandations que nous émettons sont plurielles, je ne vais pas les évoquer toutes. Simplement, il faut à la fois faire preuve d'agilité pour concevoir des lieux de vie qui soient rénovés, ça sera évoqué plus loin, je pense. Une approche également qui soit plus sectorisée au sein d'établissements, la crise nous l'a confirmé. Et surtout, bien évidemment, des professionnels à la fois du soin au sens très large, qui soient bien sûr en nombre suffisant, et qui aient acquis la professionnalisation nécessaire pour œuvrer dans les meilleures conditions auprès de ces profils de résidents complexes. C'est une des médecines les plus complexes, j'insiste sur ce point, parce qu'ils cumulent non seulement l'ensemble des maladies, vous le savez, 6 à 7 maladies par résident en moyenne, mais surtout des maladies complexes par leur présentation sémiologique, les maladies neurologiques dont je parle sont compliquées, avec toute la gestion des troubles psychologiques et du comportement très difficile au quotidien. Et il est donc important à la fois d'avoir des professionnels en nombre, des professionnels divers dans leur professionnalisation, je pense aux psychologues, aux psychomotriciens, aux ergothérapeutes, je ne vais pas tous les citer, et professionnels qui aient reçu la formation idoine pour pouvoir assurer le meilleur soin auprès de ces résidents. Et vous l'avez évoqué d'un mot, le virage domiciliaire. Pareil, même question, quel impact et quelles solutions pour cette EHPAD de demain? Au même titre qu'on doit procéder ainsi au sein de l'établissement, on doit également œuvrer de la même façon auprès des personnes âgées qui vivent au domicile. Il n'y a pas de raison de penser que les problèmes sont différents. Il y a des spécificités, bien évidemment, mais ce qui détermine le passage du domicile à l'établissement, c'est à la fois une lourdeur de soins plus forte, évidemment, c'est clair, mais ce n'est pas que ça. C'est souvent
un défaut d'étayage à domicile, et notamment un aidant principal qui, malheureusement, n'est plus capable d'assurer son rôle d'aidant. Et donc, il n'y a pas de raison de penser que, si vous voulez, les professionnels et les actions à mener au domicile soient très différentes. Vous vouliez insister sur la dimension ressources humaines. Ces transformations qui nous attendent, quels vont être les impacts sur les ressources humaines? Et surtout, à court terme, comment on peut relever ces défis de l'attractivité, de tous les problèmes que vous avez déjà un petit peu évoqués? Alors, il y a le court, le moyen et le long terme. Si on veut traiter du moyen terme, on va être optimiste. Très vite, il faut donner envie d'avoir envie d'aller œuvrer dans ces établissements. Et c'est possible. Je prends un exemple qui est l'hôpital. Les services de gériatrie qui se sont développés au sein des établissements sanitaires ont rencontré les mêmes difficultés il y a une dizaine d'années. Force est de constater que parce qu'ils se sont armés des compétences, de l'encadrement, de personnes qualifiées qui ont su imprégner, imbiber les soignants d'avoir envie de faire, j'en suis un peu l'exemple, pourquoi j'ai choisi cette spécialité? Il faut de la même façon procéder, mais très vite, le faire dans le champ du médico-social et du domicile. Il en va des médecins, des infirmières, des aides-soignants, de toutes les catégories professionnelles. Et il faut surtout de la formation, et très vite, et ma crainte, je partageais ce point de vue avec Dominique Clivaux tout à l'heure, c'est l'appareil de formation. Il faut rendre cet appareil beaucoup plus agile. C'est compliqué, cet appareil. Il est complexe. Il n'est pas facilement lu par l'extérieur. Et il faut qu'on le simplifie pour que très vite, on puisse véritablement injecter, j'allais dire, un vivier très rapide de formation, donnant issue à des professionnels qui seront qualifiés. Merci. Dominique Libaud, vous êtes directeur de l'École supérieure de la sécurité sociale. En quoi la coordination dans les soins donnés aux personnes âgées dépendantes est-elle particulièrement importante pour ce public-là? Bonjour à tous. Alors, s'il y a un mot, je crois, qui est autour de toute la réflexion sur l'EHPAD de demain, c'est bien le mot ouverture. Et on va le retrouver sur le social, sur le territoire, mais c'est vrai aussi donc sur le dialogue avec les autres professions, les autres acteurs de la personne âgée. Je dirais les acteurs du soin, mais aussi les acteurs du social. Tout ça pourquoi? Parce que demain, ce qui compte, on va parler EHPAD, c'est normal, mais en fait, moi, dans ma réflexion, je mets toujours la personne au cœur, c'est-à-dire la personne elle-même et son parcours. Et demain, il faut imaginer qu'elle puisse aller de son domicile à certains moments en EHPAD, enfin dans une structure qui peut l'héberger s'il y a besoin, mais qu'elle peut revenir. Ça peut être du répit pour les dents, ça peut être de l'hébergement de jour, ça peut être de l'hébergement de nuit. Enfin, en tout cas, ça doit être sans doute conçu pour la personne beaucoup moins comme une rupture radicale dans sa vie que ça l'est souvent aujourd'hui. Et à partir de là, ça veut dire qu'effectivement, ce qui importe, c'est la continuité du suivi de la personne. Et donc, il y a besoin d'un suivi de la personne, où qu'elle soit. Et cette rupture qu'on peut observer aujourd'hui, quelquefois, donc, dans le suivi en domicile, le suivi je suis en institution, et encore plus quand c'est l'hôpital, eh bien demain on doit essayer de le diminuer le plus possible. Et qu'est-ce qui bloque aujourd'hui selon vous? Vous dites que ça peut exister, mais parfois c'est absent. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour que ça soit possible? Mais d'abord, il faut une volonté, parce que une volonté au niveau national, une volonté des acteurs, parce que c'est normal, hein, d'une certaine manière, tout le monde fonctionne en institution. Vous êtes à l'hôpital, vous êtes en EHPAD, vous êtes à domicile, vous avez des acteurs donnés, toute notre organisation est tournée. Voilà, il suffit de revoir les financements, les acteurs, etc. Ils sont tous spécialisés, domicile, EHPAD, établissement. Il n'y a aucune raison spontanée qui travaille ensemble. Donc il faut mettre en œuvre une volonté pour que effectivement, ça puisse travailler ensemble. Volonté système d'information, volonté partage d'informations, volonté de culture commune, et c'est le sujet des formations évoqué par Claude Jandel. C'est tous ces éléments-là qui font que ça change. Et ça commence à changer aussi, il faut bien voir. Heureusement, la crise sanitaire, de beaucoup de points de vue, sur ce point-là, a aidé. Les équipes d'hygiène hospitalière ont aidé en EHPAD, beaucoup de médecins de ville se sont mobilisés autour de l'EHPAD. Donc on voit que la crise sanitaire a fait
a fait, percevoir à ceux qui ne le voyaient pas que l'EHPAD tout seul, sur le plan médical, c'est quand même très faible. Donc tout le sujet, c'est de concevoir une continuité de soins gériatriques, à la fois pour que l'établissement puisse être aidé lui-même lorsqu'il en a besoin, mais aussi pour qu'il puisse aider, qu'il puisse être un lieu, un relais du juridique de proximité, un relais de gériatrique de proximité, éventuellement, vis-à-vis d'autres acteurs. Et c'est ça qu'il importe de construire demain. Là, vous évoquez les moyens. Est-ce qu'il y a une question de management? Est-ce qu'il y a une révolution culturelle pour ce suivi, cette coordination à mettre en place, à impulser? Oui, bien sûr, il y a des questions culturelles fortes. Et alors, heureusement, là aussi, il y a des expérimentations. Je pense, par exemple, entre hôpital et EHPAD sur les formations à l'urgence en EHPAD. Parce que comment éviter d'envoyer aux urgences hospitalières des personnes pour lesquelles ça ne serait pas une plus-value. Donc, la formation type Assure EHPAD qui a été mise en place dans les Hauts-de-France, par exemple, est quelque chose de tout à fait intéressant. Vous pouvez demain faire aussi des formations de la part d'EHPAD vis-à-vis, par exemple, des personnes qui font de l'accueil familial. Moi, je pense que l'accueil familial, ça peut être une solution intéressante sur certains territoires, mais peut-être faut-il les équiper un petit peu ou qu'ils aient une possibilité de recours à des équipes plus fortes en cas de problème. Donc voilà, il faut mettre en place des formations, mais comme le disait Claude Jandel, c'est vraiment une rupture par rapport à ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Parce que tout est organisé un petit peu en silo au jour d'aujourd'hui. Mais quand même, avec le Ségur, le plan de relance, est-ce que vous êtes optimiste ou ça va dans le bon sens? Tous autour de cette table et ceux qui vont nous succéder, on est pas mal à partager effectivement cet effort. Et je pense, ce qu'a montré la concertation que j'ai pilotée il y a maintenant presque 2 ans, c'est qu'il y a, je crois, une forme de consensus autour de ce sujet. Si le rapport a été, je crois, bien reçu, c'est tout simplement parce que les acteurs partagent ce que je viens de dire, je crois. Donc il y a un très fort consensus, il y a une attente, il y a une volonté de faire, et comme je le disais, il y a déjà des expérimentations intéressantes sur le terrain. Donc effectivement, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont prêts. Je pense qu'il manque maintenant la vision un petit peu systémique qui permettrait que tout ceci s'inscrive dans la durée, dans la cohérence, avec une forte volonté et aussi, il faut bien le dire aussi, quelquefois quelques financements, parce que c'est quand même un peu aussi des questions de moyens humains, il faut quand même le dire aussi. Et donc voilà, c'est l'ensemble qui peut faire sens pour que ce soit un élément parmi d'autres, avec évidemment le domicile, avec tous les autres éléments, mais de cette société de la longévité que nous devons construire ensemble. Virginie Magnan, vous êtes directrice générale de la CNSA et du laboratoire des solutions de demain. Pour commencer, je vais aller vers là. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette structure? Bonjour à tous d'abord. Alors, structure, le laboratoire des solutions de demain, je dirais que c'est un espace, avant tout, ce n'est pas juridiquement constitué, c'est un espace que nous avons installé ce matin, qui a pour vocation d'aider l'ensemble du secteur médico-social, des établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes, mais aussi l'ensemble des professionnels, des gestionnaires, des acteurs qui accompagnent ces EHPAD, qui les autorisent, qui les financent, à tout simplement s'emparer d'une opportunité historique de se transformer et de mieux concilier le besoin de plus de soins et de plus de vie, de s'emparer d'une opportunité historique qui est le Ségur de l'investissement. Dominique Libault l'a dit, il y a une forme de consensus autour des enjeux de transformation de ce secteur, d'organiser un meilleur accompagnement. Une vision aussi qui s'affine sur les besoins de soins, le niveau de dépendance qui s'accroît des personnes. Cette transformation, elle s'initie et il va y avoir un levier très puissant pour l'accélérer, qui est ce Ségur de l'investissement, 2,1 milliards, dont 600 millions pour le numérique, et c'est très important pour faciliter les échanges entre les professionnels, 1,5 milliard pour la rénovation des bâtiments, mais aussi l'investissement du quotidien.
que faisons-nous ensemble avec cet argent? Comment décrire les outils concrets, opérationnels pour les gestionnaires, pour les acteurs? C'est vraiment la mission du lab que d'outiller l'ensemble du secteur. Donc concrètement, vous allez réunir des professionnels du terrain de divers métiers. Comment vous allez les associer et très concrètement, comment ça va fonctionner? Alors d'abord, le lab, il n'existe pas en l'air de manière autonome, il s'inscrit dans une gouvernance très particulière, celle du Ségur de l'investissement. Les directives, elles sont posées par le Conseil national de l'investissement en santé, présidé par le ministre de la Santé et des Solidarités, la ministre déléguée à l'autonomie. Et ces choix d'investissement, ils vont s'appuyer sur des représentants des professionnels, des représentants des personnes. Le conseil scientifique, qui est à côté du Conseil national d'investissement en santé, il l'appuie. Le lab, qu'est-ce que c'est? C'est la structure médico-sociale du conseil scientifique. Il est précisément composé de membres permanents, des contributeurs permanents, une petite cinquantaine de contributeurs permanents. 30 sont des personnalités qualifiées qui ont été choisies après un appel d'offres. Ça a été un choix compliqué parce qu'on a eu plus de 150 candidatures, donc beaucoup d'envie de participer à cette construction nouvelle. Quels professionnels? Vous avez Avec, des exemples? bien sûr, des architectes, des designers. Je veux vous rassurer sur la présence des designers dans cette instance, mais aussi évidemment des soignants, des gériatres, des gestionnaires d'établissements. Ils font partie de la solution. Donc 30 exactement personnalités qualifiées, et puis des représentants du Conseil de la CNSA, aussi représentants des personnes, des structures, des gestionnaires, pour faire entendre la voix de ceux qui font, de ceux qui imaginent, pour faire remonter des innovations, mais aussi essaimer dans leur réseau les solutions qui ont été imaginées par le laboratoire. Et puis des amis du lab qui sont constitués par ces candidats du début, qui sont très intéressés par ces travaux. Voilà, donc un fonctionnement en cercle, les contributeurs permanents, les aiguillons, les invités permanents que seront les directions d'administration centrale, les opérateurs, toutes les structures qui ont une expertise à faire valoir pour construire l'EHPAD de demain, et un EHPAD qui soit aussi durable d'un point de vue environnemental. Donc on a besoin d'une diversité d'expertises qui seront représentées ou associées. Et par exemple, pour qu'on imagine un peu vos travaux, est-ce que dans les premiers travaux que vous allez mener, on peut en avoir quelques-uns? Alors c'était précisément une des questions qui était posée aux membres du lab ce matin, que de réfléchir à son programme de travail. Parmi les sujets immédiats dont le lab va s'emparer, il y en a au moins 3. Le premier consiste à réfléchir sur la manière dont les EHPAD peuvent être ouverts sur leur environnement, dans une perspective très opérationnelle, très concrète. Le lancement très prochain d'un appel à projet pour multiplier, faire de l'EHPAD aussi des tiers-lieux. Donc comment le concevoir? Nous allons mobiliser l'expertise des membres du lab sur cette réflexion. Et puis 2 outils ou 2 réflexions utiles aussi bien aux gestionnaires qu'aux autorités en charge d'autoriser et de financer les EHPAD. Une première réflexion sur la conciliation, la participation de l'ensemble des usagers à un projet. Comment on construit réellement un projet avec tous les usagers que sont à la fois les personnes, les résidents, leurs proches, leurs aidants, leurs familles, mais aussi les professionnels, ceux qui sont, je dirais, de manière pérenne dans la structure, ou les professionnels de l'extérieur qui peuvent y intervenir. Donc comment sont co-construits des projets avec l'ensemble des parties prenantes. Et puis, un des deuxièmes travaux qui vont porter sur des critères de sélection. Donc, on est plus tourné vers les autorités qui vont dialoguer avec les gestionnaires d'EHPAD. À quoi reconnaît-on un bon projet? Quels sont les outils pour analyser ces projets, en mesurer la pertinence, leur durabilité, etc., y compris économique. Donc, ce sont 2 premiers exercices auxquels le lab va se livrer. Merci beaucoup. Béatrice Engrand, vous êtes bonjour. Vous êtes présidente de l'agence du service civique. Et donc, parmi les missions que vous proposez, il y a des missions pour le grand âge en EHPAD, mais pas seulement peut-être. D'abord, est-ce que ces missions auprès des jeunes, elles rencontrent un engouement? Et d'ailleurs, combien ça représente? On a une idée? Madame la ministre, bonjour à toutes et tous. D'abord, je suis très heureuse de pouvoir contribuer à ce dialogue parce que
pour moi, la question de l'EHPAD, on dit c'est un sujet, mais en fait, ce n'est pas un sujet. C'est des hommes, des femmes, nos parents, nos grands-parents, nos amis, et nous, demain ou après-demain. Donc, on est vraiment voilà, au cœur, je trouve, d'un enjeu humain essentiel. Et je suis un peu émue aujourd'hui parce que je suis très touchée par le sujet personnellement. Excusez-moi. Je crois que j'aurais pas dû accepter l'invitation. Si, au contraire, vous partagez quelque chose que vous... Et donc l'agence du service civique qui me sauve, c'est un opérateur de l'État en charge du service civique, comme son nom l'indique, et de programmes européens, le Corps européen de solidarité, le programme Erasmus+, jeunesse. Et le service civique, je vais quand même peut-être le présenter d'un mot. Donc c'est une expérience offerte aux jeunes de s'engager pour des causes, pour des missions d'intérêt général, sur un temps de 6 à 12 mois. En échange de cet engagement, les jeunes sont indemnisés 580 € par mois et ils suivent des formations civiques et citoyennes et ils sont surtout accompagnés par des tuteurs qui ont la responsabilité de les guider ensuite dans leur projet d'avenir. Et ce que le service civique fait depuis longtemps, c'est d'essayer de soutenir le dialogue intergénérationnel en proposant des missions dans des maisons de retraite, des maisons de repos, dans des maisons familiales et bien sûr dans les EHPAD. Et grâce donc à Madame Bourguignon et à Sarah El Haïry, on a, suite à une volonté politique forte, en fait, on a sur l'augmentation de 100 000 missions civiques supplémentaires qui a été décidée par le président de la République en juillet dernier. En fait, on a réservé, si on peut dire, une enveloppe de postes de service civique de 10 000 jeunes pour cette année 2021. Des missions qui sont dédiées au lien intergénérationnel avec des jeunes qui vont aller à la rencontre des personnes âgées, notamment principalement dans des EHPAD, mais pas seulement. Pour quelles missions ? Pour des missions qui sont évidemment complémentaires des missions des bénévoles et des salariés. Donc, ils vont participer aux animations culturelles, ils vont participer aux sorties des personnes âgées, ils vont, mission très importante, aider les personnes âgées à prendre en main des outils numériques pour rester en lien avec leur famille. On a vu à quel point c'était important en ces temps de pandémie. Donc, notre pari, c'est d'introduire peut-être plus de vie dans les établissements, c'est d'apporter un supplément d'âme, une valeur ajoutée à ce que font les soignants et les professionnels, et bien sûr aussi de générer des vocations, entre guillemets, des vocations, hein. Mais ça ne tombera pas du ciel, en fait. On le voit sur le terrain, et Marie Trélucane, qui préside Unicité, qui a lancé une initiative dans laquelle, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que Marie va en parler tout à l'heure, Service civique, solidarité senior, elle va parler par exemple, des pré-recrutements. Donc, en fait, si on veut générer de vocations, ça ne se décrète pas. Il faut en fait accompagner les jeunes quand ils sont en service civique par des formations complémentaires, notamment. Il faut aussi leur proposer des stages d'immersion qui est assez bref, mais qui est plus une visée d'insertion professionnelle que le service civique, pour lequel on est vraiment dans l'engagement, hein, et dans l'intérêt général. Et par ailleurs, on dit souvent qu'il faut changer le regard sur le grand âge. À la fois, c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues, mais en même temps, il me semble, pour bien connaître le sujet, que ce n'est pas qu'une question de regard, c'est aussi, si on veut travailler sur l'attractivité de ces métiers, notamment soignants, infirmiers, médecins, je trouve que c'est un peu différent, mais quoique, en fait, il faut aussi changer cet environnement, parce que c'est à la fois un environnement qui est mobilisé sur une cause essentielle et qui est pourtant lui-même en souffrance. Et il ne suffira pas de changer de regard, il faut aussi que cet environnement change pour que les jeunes aient envie de s'y engager.
avec une jolie peinture, des chambres uniques, qu'elles ne se ressemblent pas, pour pouvoir recevoir et créer du lien entre ces personnes âgées. Y accueillir également une crèche avec des enfants en bas âge, des adolescents, recréer une vraie société pour que tout le monde puisse partager des moments uniques. Je trouve dérisoire de mettre catégorie par catégorie les gens, âge avec le même âge. Je trouve que de recevoir aussi bien des enfants en crèche et des personnes âgées pourrait créer un lien absolument merveilleux et tout le monde pourrait y trouver son plaisir, de la joie. Prendre des maîtresses d'école qui pourraient aussi, de temps en temps, faire des jeux avec des personnes âgées, que des adolescents que nous pourrions accueillir comme une sorte de pension dans ces patrimoines, dans ces bâtiments, serait merveilleux pour les personnes âgées. Il y aurait une chaîne, un lien. Restaurons le patrimoine, n'oublions pas nos anciens, prenons soin des uns et des autres. C'était le collectif Tenir ta main. Donc je tenais à vous remercier tous. Béatrice Engrand, présidente de l'Agence du service civique, professeur Jandel au CHU de Montpellier, et Dominique Libaud, directeur de l'École supérieure de la sécurité sociale, et Virginie Magnan, directrice générale de la CNSA et du laboratoire des solutions de demain.